Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence à cette table ronde dont je dirais qu'elle me paraît très audacieuse. Finalement, c'est assez audacieux de la part des organisateurs de ces 2 jours d'inviter, pour faire vite, des patrons du CAC 40, enfin des représentants d'entreprises qui incarnent un peu la puissance. Quand le thème porte sur les fragilités, c'est assez étonnant, peut-être, d'aller solliciter des dirigeants d'entreprises qui ont effectivement une grande force d'action à travers le monde. Et puis c'est aussi audacieux de la part de ces intervenants, finalement, d'avoir répondu positivement. Parce que les interrogations auxquelles ils vont un peu se livrer devant vous, à la fois font partie de leur questionnement permanent dans leurs entreprises, mais ce ne sont pas forcément des questionnements qui sont sur la place publique. C'est un questionnement en interne. Et donc voilà, je les en remercie et je trouve que c'est vraiment une chance pour nous tous d'avoir cette occasion d'entendre la réflexion des 3 intervenants qui sont présents ici sur cette estrade. Alors, le débat a été, je dirais, vraiment en plus suscité et stimulé par l'intervention de Patrick Vivray tout à l'heure, avec son propos sur l'urgence de regarder en face nos fragilités. Et ce constat, en quelque sorte, cette interpellation, le déni de nos fragilités, nous conduit à un risque majeur. Et également cette interpellation plus intime, plus personnelle, finalement, nous, chacun d'entre nous, face à ce choix, finalement, entre la relation et la domination, quelle route nous prenons? Et je dirais, pour toujours rebondir sur le propos de Patrick Vivray, c'est d'autant plus intéressant, finalement, cette table ronde, qu'il n'y a que des hommes à cette table ronde. Et il a bien dit qu'il y avait peut-être un enjeu particulier pour les hommes dans ce choix. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que des hommes? Eh bien, il y avait une intervenante qui était prévue, qui est Pascale Coton, qui est vice-présidente de la CFTC, et qui est également très active au Conseil économique, social et environnemental, et qui malheureusement, ce matin, nous a prévenu qu'elle était un peu souffrante et donc elle ne pouvait pas participer à cette table ronde. Mais j'avais eu l'occasion de parler avec elle au téléphone ces derniers jours, comme avec chacun des intervenants, et je ferai vivre évidemment aussi le message qu'elle avait l'intention de porter. Voilà, alors peut-être la première personne vers laquelle je me tourne, Séverin Cabane. Vous êtes donc directeur général délégué de Société Générale. Société Générale, donc société du CAC 40, cotée en bourse, donc à Paris, 150 000 salariés, 33 millions de clients. Je vous ai rencontré il y a une quinzaine de jours, vous avez eu l'amabilité de nous recevoir. Alors, on était tout en haut de la tour Société Générale à la Défense, une vue magnifique sur le Mont Valérien. Et je me disais, mais voilà, on est là au cœur de la puissance. Et pourtant, Séverin Cabane, vous allez nous parler un peu fragilité. Quelles sont finalement les fragilités d'une entreprise comme Société Générale? Merci beaucoup Jean-Christophe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Lorsqu'il y a presque un an, Véronique de Pracontal est venue me voir en me proposant de venir aujourd'hui, ce matin, partager avec vous. Je me suis posé la question, est-ce que c'est ma place? Est-ce que j'ai, moi, quelque chose à partager? Je me suis senti en fait mal à l'aise sur la question de Véronique. Et puis petit à petit, elle m'a conduit en fait à une réflexion, d'abord personnelle. Et je me suis dit, à titre d'homme, en tant qu'homme, et en tant que père de famille, bien évidemment, la fragilité est quelque chose que tous les jours, la question se pose, quelle est ma relation à la fragilité en tant qu'homme?
Puis ensuite, en tant que dirigeant d'entreprise, et c'est là où Jean-Christophe, j'en viens à votre question, je me suis dit qu'aussi, il y avait une vraie légitimité à se poser cette question. En tant que dirigeant d'entreprise, quelle était finalement notre réaction, notre attitude face aux situations de fragilité. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais toutes nos relations en tant qu'entreprise sont des relations de fragilité. La première d'entre elles, quand on est une entreprise et une banque en particulier, c'est la relation qu'on a avec nos clients. Et tous les jours, on est face à des questions de clients, d'entreprises ou de personnes en difficulté. Donc la fragilité économique dont je parle est la première dimension de fragilité dans une entreprise à laquelle nous avons à répondre. La deuxième dimension, pour moi, qui est aussi au même plan, si je puis dire, en termes d'importance, en tant que dirigeant, c'est la fragilité des membres de la communauté humaine que représente notre entreprise. Nous sommes, comme vous l'avez dit, Jean-Christophe, une communauté humaine d'hommes et de femmes présente dans 80 pays dans le monde. Et finalement, chacun d'entre nous, bien évidemment, a sa propre fragilité. Et en tant que responsable, comment je prends en compte cette responsabilité dans l'exercice même de nos responsabilités, déjà à l'intérieur de l'entreprise. Et puis il y a une troisième dimension qui m'est apparue finalement aussi claire. Quand je parlais de la fragilité économique de mes clients, je me suis dit, et nous-mêmes, en tant qu'entreprise, nous sommes une communauté humaine elle-même fragile. Et là, ça m'a fait revenir en mémoire les 9 dernières années. Je suis donc à la Société Générale depuis 9 ans. En fait, nous avons vécu pendant 9 ans une succession de crises, et de crises parfois extrêmement violentes, qui ont montré, qui nous ont fait toucher du doigt cette fragilité même d'une entreprise. Même si c'est une entreprise qui peut apparaître, comme vous l'avez dit, puissante, riche, etc., même si elle a 150 ans, ce qui est notre cas, et cette fragilité, on l'a vécue vraiment de très près pendant cette succession de crises, 2007, 2008, 2009. On peut parler 2010. donc affaire Kerviel, janvier 2008, affaire Lehman Brothers, crise donc aux États-Unis, septembre 2008. 2010, crise grecque, 2011, crise de la... Enfin, je ne vais pas faire ça, mais nous avons à chaque moment vécu ceci. Et ceci nous a conduit, et ce sera la deuxième partie peut-être de mon intervention tout à l'heure, à beaucoup réfléchir sur cette posture finalement que nous avions face à cela. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, donc j'ai été élevé, j'ai pu faire des études très intéressantes, et puis ensuite un chemin tracé. Et on m'a appris pendant tout ce chemin quelque chose qui est sois fort. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Patrick Vivray tout à l'heure. Parce que cette espèce d'inversion que nous recevons dans l'éducation nous rend pas finalement notre approche vis-à-vis de la fragilité facile. Et peut-être encore moins dans la situation professionnelle dans laquelle je suis. C'est pour ça d'abord je voudrais rendre grâce, dire merci déjà aux organisateurs du colloque d'avoir finalement pensé à moi aujourd'hui. Merci. Bertrand Ballarin, vous êtes directeur des relations sociales chez Michelin, là aussi, CAC 40. Michelin, numéro 2 mondial des pneumatiques. Un pneu sur 8 dans le monde est un pneu Michelin. 110 000 salariés, 120 nationalités dans l'entreprise. Donc un géant mondial. Et pourtant, là aussi, des fragilités que vous pouvez identifier. Alors, je n'ai pas tellement envie de vous parler des fragilités de l'entreprise, si vous voulez. Je crois qu'une des difficultés qu'on a quand on aborde cette notion de fragilité en entreprise, c'est qu'on mélange assez facilement deux notions. La première notion, c'est la fragilité de l'entreprise en tant qu'organisation formant un tout. Et très clairement, cette fragilité, bien qu'elle existe, vous vous en doutez bien, est une fragilité interdite. On fait tout pour ne pas avoir de fragilité en tant qu'organisation formant un tout. Et puis, je dirais presque par opposition à ça, vous avez la fragilité des membres, des individus en tant que membres de cette entreprise. Et croire que la fragilité de l'entreprise serait le résultat de la somme de toutes les fragilités individuelles de ses membres, pour moi, c'est un raccourci qui est fallacieux.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien construire une entreprise extrêmement robuste en laissant s'exprimer toutes les fragilités des individus qui composent son corps social. Et je crois même que l'entreprise sera d'autant plus forte qu'elle laissera les fragilités propres qui sont consubstantielles à chaque être humain, on l'a dit, redit ce matin déjà, en les laissant s'exprimer. Et certainement pas en les laissant confinés dans l'âme des employés de cette entreprise, parce que ce confinement crée une pression, fait naître une tension interne qui génère de la souffrance, ce qu'on appelle en psychologie du travail de la souffrance au travail, et qui, en fait, est une balle que l'entreprise se tire dans le pied. Bon. En revanche, si on prend le point de vue rigoureusement inverse, c'est-à-dire si on part du principe que les fragilités sont ce qui rend chaque individu, sont une des choses qui rendent chaque individu unique, on va les laisser s'exprimer parce que, en fait, pour trois raisons. La première raison, vous avez certainement côtoyé dans l'activité professionnelle des gens qui manifestaient une sorte de dureté, de sécheresse, qui vous faisait penser que vous aviez affaire à des monstres froids. Alors vous êtes avec eux, vous n'avez pas de sympathie particulière avec eux, vous avez un peu tendance à les juger, et puis jusqu'au jour où, au hasard d'une situation inattendue, leur fragilité se révèle. Et tout d'un coup, ces personnes, vous n'avez plus envie de les juger. Vous entrez en connivence avec eux à travers leur ligne de faille, telle qu'elle vient de se révéler subrepticement, parfois très fugitivement. Et finalement, la première des vertus de la fragilité en entreprise, c'est qu'elle ôte, elle supprime cette envie de se mettre en compétition et de juger l'autre, mais en revanche, mais au contraire, de venir l'aider, de donner, de recevoir. Et là, je viens finalement de décrire ce qu'on appelle le lien social. Un lien social que l'entreprise construit volontiers, surtout quand c'est une très grande entreprise, de façon verticale autour de la relation managériale, peu propice à l'expression des émotions nées de nos fragilités, mais qui s'épanouit très bien dans les relations d'équipe pour peu qu'on fasse la promotion, qu'on promeuve ce travail d'équipe plutôt que la prééminence de la relation managériale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, que j'annonçais un petit peu il y a 2 secondes, c'est que qu'est-ce que c'est que nos fragilités internes, celles qu'on ne voit pas à l'œil nu, si vous voulez, et celles que nous avons tous, incontestablement. Il suffit de se regarder le nombril, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. La particularité de ces fragilités, c'est que ce sont des sujets, des domaines, des thématiques sur lesquels nous sommes particulièrement sensibles, qui nous tiennent particulièrement à cœur, qui collent à notre identité et qui, lorsqu'elles reçoivent des stimuli plutôt négatifs, nous font très très mal et nous fragilisent, justement, nous déstabilisent. Et ces fragilités, ce sont, en d'autres termes, des sujets sur lesquels l'indifférence ne peut plus nous protéger, ne peut pas nous protéger. Qu'est-ce qu'elles produisent, ces fragilités, en nous? Elles produisent ce que j'appellerais une hypersensibilité. Et elles transforment chacun des membres de l'entreprise en des personnes capteurs, donneurs d'alerte. Il se passe ça. Ça atteint une de mes fragilités, une de mes lignes de faille, dirait Nancy Houston. Et ça provoque une émotion très forte. Et cette émotion très forte est en elle-même une alerte qui, si elle est partagée avec le reste de l'équipe et puis plus largement l'ensemble du corps social, permet justement une gouvernance et un management plus forts, plus humains, plus sociaux. Alors sur les réponses, on y viendra tout à l'heure. Comment prendre, mais vous avez déjà commencé effectivement à nous apporter des éléments. Hubert de Boisredon, vous êtes PDG et actionnaire du groupe Armor, qui compte 1800 salariés, qui est basé à Nantes, mais qui a aussi plusieurs sites dans le monde, une vingtaine de sites dans le monde. Et vous avez piloté ces dernières années le rachat de l'entreprise par
plusieurs centaines de salariés. Vous, en tant que dirigeant, qui êtes à la fois le patron et en même temps un actionnaire parmi d'autres, comment est-ce que vous vivez la fragilité de l'homme dirigeant? Oui, alors, la fragilité, je dirais, quand on est dirigeant, ça ne va pas de soi. On n'a pas été formé pour intégrer la fragilité dans le management et dans la direction d'une entreprise. Moi, je me rappelle dans mes études qui m'ont marqué, à New York, quand j'avais 21 ans, première page du livre de finance internationale, c'était « L'objectif de l'entreprise, c'est la maximisation du profit de ses actionnaires. Point. » Voilà. Et puis ensuite, quand j'ai évolué dans différentes fonctions, notamment dans un groupe du CAC 40, je me rappelle très bien l'un de mes patrons qui me disait « Tu ne dois jamais montrer tes faiblesses. Si tu montres tes faiblesses, tu es mort. » Voilà, c'est comme ça qu'on a été formé. Quand j'ai pris la direction d'Armor, en fait, j'ai été confronté à une double situation. C'était la fragilité de l'entreprise, puisque c'est une entreprise qui, à ce moment-là, en 2004, avait des résultats qui étaient proches de zéro et en descente. Peut-être vous pouvez nous préciser l'activité. Oui, alors Armor, c'est une entreprise qui est spécialiste des encres et des consommables d'impression au départ. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, on va dire, c'est l'entreprise qui fabriquait le papier carbone. On appelait ça l'Armor. Quand vous aviez un copain de classe absent à l'école, vous recopiez vos devoirs pour lui donner la copie avec de l'Armor. C'était le papier carbone et ça a évolué. Après, il y a eu les rubans de machine à écrire, les rouleaux de fax, les cartouches d'encre, des cartouches laser et plus récemment, ce qu'on appelle des rubans transfert thermique, en fait, qui sont des rubans d'impression pour imprimer les étiquettes code-barres. Voilà, on était numéro 4 en 2004 et on est maintenant leader mondial. Et puis on investit beaucoup dans les énergies renouvelables aujourd'hui, dans les films photovoltaïques et les films pour batterie électrique. Voilà, donc c'est une entreprise qui est en train de muter. Et effectivement, cette mutation, elle est venue je pense, finalement, de l'acceptation de notre fragilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce que, j'allais dire, notamment certaines activités que l'on aurait dû, d'un point de vue rationnel et d'un point de vue financier, éliminer dès le départ, en fait, à partir d'un questionnement, en choisissant de les garder alors que ce n'était pas forcément dans l'intérêt court terme immédiat financier, sont aujourd'hui en train de devenir la source d'innovation de métiers passionnants. L'échec, par exemple, est-ce que c'est un signe de fragilité quand on échoue finalement sur un secteur d'activité, sur un marché? Ben oui, parce que, par exemple, quand je suis arrivé à la direction de l'entreprise, donc il y avait l'activité des cartouches d'encre qui était extrêmement déficitaire parce qu'elle est soumise à la concurrence chinoise, pas toujours loyale d'ailleurs parce que c'est une concurrence faite de contrefaçons et de copies, et puis d'une énorme pression des fabricants d'imprimantes qui mettent des brevets pour empêcher des entreprises comme les nôtres de pouvoir fabriquer des cartouches. Et donc, je me souviens très bien de rendez-vous avec différents acteurs financiers de l'entreprise, que ce soit investisseurs ou banques, qui me disaient « Mais écoutez, monsieur de Boisredon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est supprimer cette activité. Et d'un seul coup, vous allez remonter les résultats. » Et moi, de leur répondre, après bien sûr avoir validé ma réponse avec la famille actionnaire de l'entreprise à l'époque, de leur dire « En théorie, vous avez raison, mais il y a juste un problème. » C'est que je ne suis pas venu pour ça. Cette activité, c'était 900 personnes, et juste faire scratch comme ça, sans se poser de questions, ça ne me convenait pas. Et pourtant, c'est vrai que les chiffres étaient plus que mauvais. Et en fait, on a travaillé avec les équipes sur un changement de modèle. On s'est dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer le modèle, par exemple les cartouches d'encre, en ne fabriquant que des cartouches recyclées. Donc on a suivi l'élan de la prise de conscience de l'enjeu pour la planète de la lutte contre le réchauffement climatique, contre la pollution. C'est-à-dire aujourd'hui, 80% des cartouches d'encre sont jetées à la poubelle, broyées, mises en décharge ou incinérées. Est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle qui est par exemple que 100% des cartouches d'impression que nous fabriquions soient recyclées? Voilà. Donc là, on rejoint un peu la fragilité de la planète qui était évoquée tout à l'heure par Patrick Vivray. Et finalement, dans votre regard, vous l'avez intégré. Et dans votre stratégie? Oui, mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est que ce retournement, non seulement
a permis de remonter le résultat de cette activité-là. Alors ça reste fragile, on pourra en reparler après, il y a d'autres questions qui se posent aujourd'hui, mais ça a été l'occasion de quelque chose de beaucoup plus important que je n'avais pas imaginé. C'est collectivement, que ce soit des actionnaires investisseurs, aux managers et à l'ensemble des employés, de décider ensemble de mettre ce qu'on appelait le développement durable, on dirait peut-être aujourd'hui RSE, ou moi j'aime mieux le terme d'innovation sociétale, de mettre ce développement durable au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et en fait, on a pu le faire en se posant jusqu'au bout la question de dire, si on ne veut pas mourir, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant l'innovation sociétale au cœur de notre stratégie, ça a réorienté toute notre R&D sur d'autres activités, notamment parce qu'on fabrique des films minces enduits. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être en train d'innover dans deux segments complètement nouveaux vers les énergies renouvelables à partir de notre savoir-faire, parce qu'on a croisé un savoir-faire de ce qu'on appelle d'induction sur film mince, c'est un peu compliqué, mais qui consiste à coucher de l'encre sur des films très minces, tout ça à grande vitesse. On s'est rendu compte que cette technologie pouvait révolutionner, par exemple, le photovoltaïque en substituant ou en complétant les panneaux solaires existants qui pèsent de 10 à 15 kg du mètre carré par des films ultra minces qui vont peser moins de 500 grammes du mètre carré. Voilà. Donc d'une grande fragilité, finalement, vous êtes parti presque vers une deuxième naissance de l'entreprise et de nouveaux secteurs de développement. Voilà. C'est vrai, Cabane. Vous avez bien montré tout à l'heure la prise de conscience des fragilités à l'intérieur de Société Générale. Quelles sont les solutions que vous avez apportées, peut-être pour prendre en compte les fragilités internes de l'entreprise? Excusez-moi Jean-Christophe de juste corriger un point. La prise de conscience, c'est les fragilités aussi de l'environnement. Et c'est très important. J'ai d'abord parlé des clients. Et donc, en fait, une fois qu'on a pris conscience, finalement, il faut reprendre un mot de Patrick Vivray, on est sorti du déni de la fragilité. La question s'est posée pour nous, que faire ? Évidemment, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leurs propres projets, dans leur propre développement. On ne s'est pas dit on allait changer complètement de métier. On n'allait pas fabriquer des fibres, des produits comme Uber, etc. On gardait notre métier. Ça, c'était la première décision qu'on avait à prendre. On reste une banque. Puis ensuite, c'est parti d'une conviction très profonde. Et moi, je ne connaissais pas la pensée de Patrick Vivray. Et tout à l'heure, je me suis dit, mais finalement, beaucoup de choses se rejoignent. La première question qu'on s'est posée dans cette période de grande crise où l'entreprise ne gagnait plus d'argent, en fait, elle aussi, donc elle était en risque quelque part, c'est de dire où est vraiment la capacité de création de richesse. Et on est parti d'une conviction qui est très forte en moi, personnellement en tout cas, c'est que la richesse est dans la relation. Je donne souvent des exemples de très grands hommes qui restent totalement isolés dans leur... Il ne se passe rien. Dès qu'on rentre dans la relation, on est potentiellement en création de richesse. Et ceci nous a conduit finalement à mettre au cœur de la stratégie de la banque la qualité de la relation, d'abord avec nos clients. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons même dit à l'extérieur que nous voulions être une entreprise relationnelle. C'était un mot qui était finalement pas tellement compris. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise relationnelle? C'est encore un concept de consultant, etc. Dans notre cas, en tout cas dans mon cas, c'était pas du tout ça. C'était une conviction très forte que la manière finalement d'aborder la question de la fragilité, c'était une réponse et essentiellement avec d'abord nos parties prenantes extérieures et d'abord nos clients. Donc nous avons entrepris toute une démarche qui concerne l'ensemble des 150 000 personnes de notre communauté humaine pour qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette relation, parce que la mission d'une entreprise bancaire, c'est quand même de créer une relation durable dans le temps avec ses clients. Il faut qu'elle dure, cette relation. Et pour qu'une relation dure, il faut qu'elle soit de qualité. Une fois qu'on s'est dit cela, on s'est dit, mais bon, c'est un mot, comment faire pour que ça devienne une réalité? Et juste après, finalement, nous a paru évident que la qualité de la relation que nous sommes capables d'établir avec l'ensemble des personnes et des entreprises que nous avons à accompagner à l'extérieur dépend de la propre qualité des relations que nous avons à l'intérieur. C'est ce que nous avons appelé la symétrie des attentions. Et donc nous avons fait tout un travail collectif pour faire en sorte que nous puissions nous-mêmes nous dire nous sommes heureux de ces relations que nous vivons à l'intérieur de la maison.
Donc on a lancé plein d'initiatives dans cette direction. Et cette qualité de la relation interne, elle n'est pas optimale, elle n'est pas idéale aujourd'hui. Il y a encore beaucoup la situation dont on parlait tout à l'heure. Il existe encore des situations de fragilité au sein de notre entreprise, des collaborateurs qui sont en risque de burn-out, les risques psychosociaux sont devenus des risques que nous suivons très très près. Donc ce que je dis n'est pas une description idéalisée. Néanmoins, cette démarche nous a conduit, ce qui était un peu aussi, nous avons été critiqués pour cela, à nous dire que ce que nous voulions d'abord, c'est développer ensemble l'esprit d'équipe. Et c'est devenu notre motto. Et c'est toute cette réflexion-là. Et là, je rejoins la pensée de notre philosophe de tout à l'heure. Finalement, la prise en compte de ces fragilités, quelles qu'elles soient, finalement, nous conduit très vite dans cette dimension de relation et de coopération. Ça a été notre réponse stratégique. Et aujourd'hui, on se nourrit encore de cette réponse. Il y a un deuxième élément qui me paraît extrêmement important dans notre réponse, et qui était la prise de conscience des fragilités, et nos deux collègues l'ont dit, c'est aussi la prise de conscience que nous sommes dans un environnement fragile. Et pour une banque, se pose très vite une question, quel est notre impact sur le climat, sur l'environnement, sur toute cette question aujourd'hui qui est posée sur comme on disait, pour sauver notre planète. L'impact direct d'une banque, qui est une entreprise de service, en fait, elle est assez faible. On émet un peu de gaz carbonique, évidemment, parce qu'on a des immeubles, on utilise des voitures, des pneus Michelin, etc. Mais c'est quand même relativement faible. Le vrai impact qu'on a, c'est finalement via le financement des projets de nos clients. Et là se pose une question extrêmement difficile pour nous. Est-ce qu'on peut modifier notre politique de financement pour tenir compte de cette responsabilité que nous avons tous en tant qu'hommes et de communauté d'entreprise vis-à-vis de l'environnement climatique du monde? Cette question a été débattue longuement et très difficilement. Et finalement, on s'est dit oui. Et ça nous a conduit très récemment, par exemple, et c'est difficile parce qu'il faut gérer la relation avec les clients qui font ce type d'activité, d'arrêter de financer, par exemple, les mines de charbon ou le développement de l'énergie électrique à partir de charbon. Ça a été extrêmement dur, je peux vous le dire, et je suis moi-même en train d'expliquer dans le monde à mes clients pourquoi on fait ça. Voilà. Alors que ces clients, eux, sont dans l'industrie du charbon. C'est quand même... voilà. Là aussi, on est dans la relation, etc. Et on trouve d'autres moyens, ce qui nous conduit à développer le financement des énergies renouvelables. Pour vous dire que cette prise de responsabilité, finalement, elle est dans tous les domaines. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure l'équipe. Je veux juste vous relancer sur un petit point, finalement, qui va dans le sens de ce souci que vous avez de développer la relation à l'intérieur de la banque. Il y a eu une chorale qui a été créée à ce moment-là, et vous me disiez la dernière fois quand on s'est vu, vous reveniez justement d'un concert de cette chorale, mais alors c'était à la Philharmonie de Paris, mais vous n'étiez pas dans l'assistance, vous étiez vous-même dans le chœur. Vous pouvez nous en dire un mot de cette chorale à laquelle vous participez et pourquoi? Oui, bon, il se trouve que l'entreprise, comme toute entreprise, fait des choix de mécénat. Et Société Générale a fait 3 choix de mécénat. Le premier, c'est un choix de mécénat solidaire. Par définition, pour moi, le mécénat est quelque chose dont on ne parle pas publiquement. Donc votre question me gêne. Le sponsoring, j'en parle. Nous, on sponsorise le rugby. On attend des retours business du rugby. Mais quand je parle de mécénat, c'est quelque chose d'intime. Parce que c'est mettre en résonance ce que nous voulons nous-mêmes promouvoir à l'intérieur de la maison. Et donc c'est pour ça qu'on s'est engagé. Et là, il y a plein d'associations qui sont aujourd'hui ici, que nous essayons aussi d'accompagner. Il y a un deuxième mécénat qui est lié à la musique. Et donc, nous aidons les musiciens, les jeunes musiciens, puis les musiciens plus expérimentés. Et un jour, je me suis dit, parce que finalement, on passe tellement de temps ensemble au sein de la communauté de l'entreprise, est-ce qu'on ne pourrait pas faire rentrer la musique dans la maison? Et est né de cette remarque un projet de dire, on voudrait aller jouer de la musique ensemble, dans une grande place. Et donc, on a commencé par faire ça avec un projet à la salle Pléiade il y a 4 ans. Voilà, et donc nous avons créé une petite équipe de musiciens, de chanteurs, avec des professionnels, parce que pour aller dans une salle comme ça, il ne faut pas être... Et vous chantez, c'était surtout ça qui m'intéressait. Voilà, moi, oui, vous chantez et je joue au milieu d'autres et du saxophone. Bertrand Ballarin, tout à l'heure, vous avez vraiment vous êtes entré tout de suite dans le cœur du sujet, je dirais, des fragilités qui peuvent être vécues par le personnel de Michelin. Et Michelin, c'est beaucoup d'ouvriers, c'est beaucoup de personnes qui sont à des postes de travail où ils peuvent être exposés finalement physiquement et aussi
mentalement. Alors, en quoi avez-vous innové? En quoi avez-vous pris en compte ces fragilités pour les réduire? Vous aviez une très belle phrase quand on s'est parlé au téléphone, c'était éviter que des fragilités latentes deviennent des fragilités patentes. Alors, comment faites-vous? Tout ce travail s'articule autour d'une très grande ambition, un petit peu impressionnante quand on essaye de passer à l'action, qui est finalement de trouver un mode d'application du principe de subsidiarité au sein d'une entreprise, et d'une très grande entreprise. Bon. Et donc, c'est le fait de rendre la décision, la résolution des problèmes quotidiens à ceux qui vivent les situations et éviter que ces décisions soient captées par des échelons supérieurs au prix de distorsions de signal qui font qu'on n'est pas forcément, on n'a pas une représentation juste des situations réelles, etc. Mais surtout, l'une des vocations du principe de subsidiarité, comme chacun sait, c'est de faire en sorte que la cité, puisqu'il était appliqué à la vie de la cité au départ, augmente les personnes et non pas les diminue. Et leur rendre le pouvoir d'agir, le pouvoir de décider, c'est bien augmenter les personnes. Bon. Alors pour arriver à faire vivre ce principe de subsidiarité, c'est une vision particulièrement poussée, je dirais, de l'autonomie des équipes. Alors c'est vrai, vous avez focalisé votre question sur le milieu industriel, sur les équipes de fabrication, les équipes d'ouvriers, mais en fait, on l'applique également au plus haut niveau de l'entreprise. On essaye, du moins. Et ça veut dire que, au lieu d'avoir, si je vous suis sur le milieu industriel, au lieu d'avoir des équipes de fabrication qui sont, je dirais, dont les membres sont téléguidés dans chacun de leurs faits et gestes par un manager de contact qui leur dit ce qu'il faut faire, dont les problèmes sont réglés par des spécialistes, des techniciens de services support qui gravitent autour d'eux, mais sans produire, etc., eh bien, on va leur rendre la possibilité de décider, de mettre en œuvre les méthodes, les outils de pilotage de la performance industrielle par eux-mêmes, en réservant uniquement au management et la structure technique de l'usine les tâches les plus complexes, les plus techniques, qui demandent des qualifications que nos ouvriers ne peuvent pas acquérir. Alors ça, concrètement, ça veut dire que nous sommes en train de répartir entre les différents ouvriers d'une même équipe des compétences techniques de résolution de problèmes, de maintenance, de qualité, d'organisation industrielle, que sais-je encore, de réglage de machines, qui auparavant leur étaient interdites. Donc on les forme, on les qualifie, on leur fait exercer ça. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la possibilité qu'ils ont de répartir cette expertise entre eux. Ce qui crée du lien social, non pas du lien social de machine à café, comme je dis souvent, mais du lien social par l'activité professionnelle elle-même, parce qu'on est dans le don et le contre-don. Aujourd'hui, j'ai un problème sur la machine, c'est toi qui es le spécialiste réglage, donc tu vas venir me régler mon problème. Mais demain, tu auras un problème de qualité, je suis l'expert qualité de l'équipe, c'est moi qui vais venir te régler ton problème. Et les fragilités des gens s'expriment beaucoup plus facilement, beaucoup plus ouvertement, beaucoup plus spontanément quand elles peuvent s'exprimer entre pairs. Vous avez tous les deux dit tout à l'heure, on a été éduqués dans le culte du « sois fort et tais-toi », si j'ose dire. Eh bien, face à son manager, on ne révèle pas spontanément certaines choses. Il y a des choses qu'on s'interdit de dire, pour parodier le titre d'un livre célèbre, des choses qu'on ne devrait pas dire. Et puis de là à dire qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas penser, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Et au sein de ce que les sociologues appellent ces collectifs de travail, eh bien, s'expriment spontanément et très naturellement ces fragilités qui tiennent à ces choses auxquelles on tient tant, qu'on partage, qui enrichissent le processus décisionnel, qui sont vécues
comme des éléments de diversité, et chacun sait que la diversité est une chose que les entreprises prônent de plus en plus, mais c'est une vraie diversité, hein. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est une vraie diversité, et c'est en cela que quand on arrive à laisser les fragilités s'exprimer à l'intérieur d'un collectif de travail, on crée de la diversité, on robustifie les processus décisionnels, on robustifie la qualité des résolutions de problèmes et on rend l'entreprise plus forte. Merci. Je lis des messages qui parviennent par texto. Je ne sais pas si vous les voyez sur l'écran, mais en tout cas, je les ai sur mon téléphone. Et donc, je les relaye auprès de nos 3 intervenants parce que ça peut nourrir la conversation pour la 3e partie de la discussion, avant que je tende le micro à Hubert de Boisredon. Donc, un des messages, l'expression des fragilités n'est-elle pas aussi liée à une notion essentielle de bienveillance de la part des collaborateurs et de la hiérarchie, donc ce terme de bienveillance. Vous parlez de fragilité de l'entreprise, mais que faites-vous pour les salariés qui sont fragilisés par un management inadapté ? Un message, choisir d'être heureux est un acte politique. Une reprise d'un propos de Séverin Cabane, la richesse est dans la relation. Et puis une question donc, qui s'adresse à Hubert de Boisredon. Hubert, en quoi l'équipe a-t-elle, dans sa fragilité, réinventé son modèle ? Et donc voilà, la transition est toute trouvée. Comment est-ce que vous avez accompli, comment est-ce que vous avez intégré, parce que vous avez accompli le virage, je dirais, commercial que vous avez effectué, mais comment est-ce que vous l'avez finalement produit en interne avec vos salariés ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut rester très humble. Le virage, il est en train de se faire. On ne peut pas dire que c'est... On est en permanence en mutation, en fait. Et l'entreprise doit se réinventer sans cesse. Maintenant, comment les équipes, dans leur fragilité, ont réinventé le modèle ? Ça a été, en fait, un travail collectif qui a été, si je le résume, passé du quoi au pourquoi au pourquoi. Je m'explique. Le quoi, c'est que Armor, entreprise créée en 1922, a toujours fait de l'encre et des consommables d'impression. Donc on peut dire son métier, c'est l'impression. Bon, le problème, c'est que l'impression est en baisse. Vous imprimez tous moins avec vos tablettes qu'avec vos ordinateurs d'hier. Donc si on reste là, on est plus ou moins condamné à mourir à terme. Donc ce n'est pas satisfaisant. Maintenant, le pourquoi, c'est derrière les produits que l'on fabrique. Finalement, c'est quoi notre savoir-faire ? C'est quoi notre savoir-faire ? Et on a fait tout un travail en interne, se dire nos savoir-faire, c'est pas de fabriquer des cartouches d'encre. Notre savoir-faire, c'est qu'à travers l'encre, on sait faire de la formulation des formules. Et puis, à travers des rubans d'impression, on sait faire, comme je l'expliquais, de l'induction de couche-mince sur film mince. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait un vaste travail qui a associé tout le monde sur les valeurs de l'entreprise. Patrick Vivray en parlait tout à l'heure. C'est quoi les valeurs ? C'est bien au-delà que de faire du bénéfice financier. C'est quoi nos valeurs ? Et pour ça, on a proposé par petits groupes aux personnes de travailler sur des questions ultra simples. Pourquoi je suis chez Armor ? Pourquoi j'y reste ? Qu'est-ce qui me rend heureux chez Armor et de quoi ce dont je suis fier ? Et quel est ce dont je ne suis pas fier ou que j'aimerais vouloir changer chez Armor ? Et les gens sont exprimés. À partir de là, on a remonté les choses qui leur apparaissaient comme, finalement, derrière ça, Armor c'est quoi, ou on aimerait qu'Armor soit quoi, et vive quoi. Et de façon complètement convergente, sont ressorties 4 valeurs qui sont aujourd'hui, j'allais dire, la source du dynamisme de l'entreprise. La première, j'aurais pas osé le dire aussi clairement, la valeur qui est sortie, c'est l'humanisme. Et on a repris les phrases des groupes. Il y a par exemple l'humanisme. Derrière l'humanisme, nous voulons aborder la notion de partage, ne pas faire de l'ombre aux autres, partager l'information, ne pas retenir l'information, ne pas considérer les gens comme des numéros, mais comme des personnes, etc. etc. Bon. Deuxième chose, c'est l'innovation comme une valeur. La troisième, c'est l'engagement. Et la quatrième, tout converge vers le service du client. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un peu au cœur de tout ça, ce que j'appelais l'innovation sociétale, le développement durable. Et donc c'est comme ça que les équipes, dans cette fragilité, ce questionnement, sont en train de réinventer le modèle, parce que finalement aujourd'hui, tout ce que l'on fait, on cherche à ce que ce soit conforme à ça. Et par exemple, je dis souvent aux équipes, quand vous amenez un projet,
travaillez-le aussi sous cet angle des valeurs, pas simplement du retour financier. Si vous m'amenez un projet, par exemple, de fabrication de chewing-gum en me disant c'est hyper rentable, bah, posez-vous la question, j'espère qu'il n'y a pas de fabricant de chewing-gum ici, mais ce que je veux dire, c'est que je n'y vois pas un enjeu pour l'humanité. Donc finalement, on a redéfini l'objectif d'Armor en disant on veut être une entreprise industrielle d'innovation au service des enjeux de société. Et alors peut-être la dernière partie de notre table ronde, ce pourrait être, et d'ailleurs il y a un message SMS qui m'est parvenu, qui s'adresse à Bertrand Ballarin, donner des exemples de la vigilance intérieure chez Michelin liée à l'acceptation de la fragilité, mais c'est peut-être une question, voilà, peut-être des exemples concrets, on voit bien maintenant le panorama de vos entreprises. Aujourd'hui, comment est-ce que des personnes en situation de fragilité, finalement, dans vos entreprises, contribuent finalement, peut-être, au dynamisme, à la créativité, à l'inventivité. Hubert de Boisredon. Alors, une illustration de ce que je vous dis, ça a été un changement, et d'ailleurs, je pense que le colloque Fragilité interdite de Nantes a eu un impact sur moi. Et sur il y a eu lieu il y a 2 ans. Il y a 2 ans. En fait, simplement pour vous dire, on m'avait proposé d'intervenir, et je m'étais dit, mais comment parler de la fragilité dans l'entreprise? J'avais proposé au délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise, qu'on intervienne à 2. Et ça avait été une prise de risque pour moi, parce que de lui dire, mais finalement, le dialogue social, c'est un lieu de fragilité, parce qu'on n'est souvent pas d'accord. Et est-ce qu'on serait d'accord pour exposer devant tout le monde, quelque part, ce lieu de fragilité, en disant aussi comment on le dépasse, et comment on arrive à viser le bien commun ensemble. Et ça a été incroyable, ça a complètement changé notre relation. Et je revois encore ce responsable syndical me dire, mais bon, sur plein de choses, je ne suis pas d'accord avec vous, mais on s'estime et on se respecte. Voilà, ça c'est un exemple. Le deuxième, ça a été de décider, dans cet engagement sociétal, de faire de l'accueil des personnes ayant un handicap un de nos axes prioritaires. Voilà, donc aujourd'hui chez Armor, il y a à peu près 50 personnes qui ont un handicap, qui travaillent, et qui travaillent au milieu des équipes. Pour moi, c'est important qu'elles soient au milieu des équipes, qu'elles ne soient pas à part, mais qu'elles soient intégrées. Et ça a impliqué des changements. C'est-à-dire, par exemple, l'usine accueille plusieurs sourds et muets. Et ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui sont formées au langage des signes. Bon. Derrière tout ça, ça fait évoluer les relations d'équipe. On pourra peut-être y revenir après, mais c'est incroyable. Tout de suite. C'est incroyable comme la personne qui a un handicap est une chance pour l'entreprise. Je pense qu'il faut le dire et le redire. Pourquoi? Parce que la personne qui a un handicap, elle a un atout extraordinaire. C'est qu'elle n'a pas peur de dire « j'ai besoin d'aide ». Voilà. Alors que ceux qui, extérieurement, n'ont pas de handicap, ont peur, nous avons peur de dire « j'ai besoin d'aide ». Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on apparaît faible. On a peur que notre demande soit utilisée pour nous écraser. On a peur de perdre notre image. On a peur que ça... qu'on se devienne fragile, en fait. On a peur de ça. Alors que la personne qui a un handicap, elle vient libérer cet esprit de simplicité dans une équipe et de joie aussi par sa spontanéité. Et moi, je trouve incroyable de voir que toutes les équipes qui ont accueilli des personnes qui ont un handicap, il y a quelque chose de spécial. Et je dis souvent, c'est même beaucoup plus efficace que plein de sessions de formation pour libérer la communication, les énergies, etc. Parce que finalement, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans l'équipe, on ne peut plus être pareil. On retrouve des liens qui sont un peu des liens dans une famille. Dans une famille, le masque ne tient pas longtemps. Vous le savez bien, on est comme on est. Et ben, je pense que dans l'entreprise, c'est pareil. Quand il y a une personne qui a un handicap, on devient comme on est. Et c'est source de créativité, d'inventivité, d'effervescence. Moi, ça me frappe de voir, en allant dans les couloirs, il y a de la joie. Chaque jour, on fête quelque chose. Chez Armor, c'est incroyable. D'ailleurs, je prends plus de petit déjeuner le matin. Amy le sait, là, Amy, ma fille qui est là. Pratiquement, parce que quand j'arrive, il y en a un qui fête son anniversaire, il y en a un qui fête les 1 an dans l'entreprise, il y en a un qui fête les 10 ans, il y en a un qui fête un succès commercial. Alors ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Là je répercute un peu des propos de Pascal Coton, qui n'est pas là. Mais justement, alors, elle avait, et c'est aussi une question que je peux poser à Bertrand Ballarin et à Séverin Cabane, elle parlait de l'entreprise comme un lieu de vie. Vous parliez de la famille, elle en parlait comme un lieu de vie, et elle me donnait des exemples, effectivement, de personnes en situation de fragilité et qui ont permis, finalement, qui changent quand leur situation est prise en compte, finalement, qui vont changer l'état d'esprit. Alors, elle me parlait de femmes atteintes de cancer du sein.
Et elle disait, il y a de plus en plus, parce que c'est un sujet qu'elle a suivi au Conseil économique et social, et elle me disait, donc il y a eu une enquête, il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent continuer à aller au travail, même quand elles sont en chimiothérapie. Pour elles, c'est une victoire d'aller travailler. Et finalement, lorsqu'elles sont dans leur entreprise et que cette finalement, situation est partagée, eh bien, il y a une sorte de cocooning qui va venir entourer ces personnes. Elle parlait aussi des femmes enceintes. Je n'aurais pas pris le risque de faire forcément le même lien, mais elle a dit, oui, oui, les femmes enceintes sont des personnes aussi qui sont en situation de fragilité, et finalement, lorsqu'elles sont dans l'entreprise, ça provoque des échanges humains. On parle de choses dont on n'aurait jamais parlé jusque-là. Elle donnait aussi un exemple que j'ai trouvé assez savoureux. Elle a parlé de la poste et du port du courrier. On remonte à avant les emails, hein, mais quand même, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a toujours du courrier physique. Il y a toujours du courrier physique. Et alors, un jour, la Poste a décidé que les femmes aussi pouvaient porter le courrier. Il n'y avait pas de raison. Et je pense que les femmes souhaitaient porter le courrier aussi. Mais en tout cas, il se trouve que les sacs, jusqu'à présent, étaient très lourds. Et du fait qu'il a fallu adapter, finalement, standardiser le sac de courrier pour les femmes, eh bien, les femmes sont devenues plus légers et ça a réglé des problèmes de dos de très nombreux hommes. Voilà, donc ce sont tous ces exemples, effectivement, où on voit que finalement, quand on prend en compte les faiblesses, entre guillemets, des uns et des autres, parfois, tout le monde en profite. Bertrand Ballarin, je voyais hocher la tête tout à l'heure quand Hubert de Boisredon parlait justement un petit peu de l'apport, finalement, de personnes fragiles dans un collectif. Est-ce que vous avez un ou deux exemples, puisque c'est effectivement une question qui nous est venue? Alors il y a les fragilités apparentes, comme je disais tout à l'heure, et puis les fragilités que nous masquons volontiers, mais qui sont bien là, hein, et qu'il faut laisser s'exprimer. C'est bon. Alors parlons des fragilités apparentes. L'autre jour, je visitais une de nos usines en Thaïlande. Je précise qu'en Thaïlande, il n'existe pas d'obligation de recruter des personnes handicapées ayant des fragilités apparentes. Bon. Mais nous nous efforçons d'appliquer dans tous les pays dans lesquels nous opérons les choses que nous pratiquons dans les pays dans lesquels il y a des exigences mieux posées. Et à un moment, je visitais cette usine au titre de cette démarche de responsabilisation, de subsidiarité, pour voir où ils en étaient, parce qu'ils se sont lancés avec passion là-dedans. Et à un moment, l'ouvrière, c'était une jeune ouvrière, qui a été chargée de me parler, entre guillemets, de ce qu'il faisait dans le cadre de cette responsabilisation, était sourde-muette. Donc, elle communiquait, et c'était un de ses collègues qui me disait ce qu'elle me disait, hein, qui explicitait ce qu'elle était en train de me dire. Et là, on sentait qu'il y avait un apport via la bienveillance qui a été évoquée tout à l'heure, via l'attention à l'autre. Il y avait un apport de la fragilité à la cohésion de cette équipe, à sa fédération autour d'une mission, hein, qui est justement ce qui transfigure une équipe d'une collection d'individus juxtaposés à un groupe humain développant un vrai lien social. Eh bien, voilà un exemple qui était très fort. Merci. Séverin Cabane, on rejoint vraiment votre propos initial dans ce propos de Bertrand Ballarin. Il y a deux questions qui viennent d'arriver, qui s'adressent à tous les trois. Finalement, n'êtes-vous pas des exceptions par rapport à ce qui domine dans les sphères managériales, avec les jeux de pouvoir dans les grandes entreprises? Et puis une autre question, y a-t-il des fragilités inacceptables en entreprise? Je voudrais revenir un instant sur les deux précédentes questions sur la fragilité des personnes qui sont dans l'entreprise. Et parfois, l'entreprise elle-même peut être génératrice de situations de fragilité. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, c'est lié à beaucoup de dimensions, mais c'est vrai que c'est aussi lié en particulier à la qualité de la relation qui existe entre la personne et son manager en particulier. Et ça, c'est un point très important si on veut être cohérent avec ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Quand on est dirigeant d'une entreprise, finalement, on a, dans nos missions, il y a bien évidemment d'indiquer la direction dans laquelle on pense être la bonne, à partager et y aller. Mais il y a également, et c'est un des points essentiels, c'est le choix des personnes
qui nous entourent et qui finalement prennent la responsabilité aussi d'aller dans la direction choisie. Ce choix de personnes est une des décisions les plus difficiles. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on choisissait les personnes les plus formées, les plus expertes, etc. Ce qu'on voit, et c'est pour ça que je pense que nos 3 témoignages ne sont pas des exceptions aujourd'hui dans le monde des entreprises. Et pour une raison, d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que les jeunes générations, elles, sont très très clairement beaucoup plus dans cette direction de la relation et non plus seulement finalement de l'efficacité comme là. Et tout à l'heure, on parlait aussi de cela. Et ça, c'est vraiment pour moi une très belle évolution du monde aujourd'hui, c'est que de plus en plus, effectivement, l'ensemble de l'intégralité de la dimension humaine est pris en compte également dans l'entreprise. Donc cette question de la fragilité des équipes ou des personnes au sein des équipes est une question centrale. D'abord, il faut les détecter, et ça, c'est un point. Et donc, on a mis en place un dispositif de détection de ces personnes en situation de fragilité. Il y a des personnes qui deviennent fragiles au cours de leur exercice, au cours de leur vie aussi. Et l'exemple que vous donnait la personne qui n'a pas pu être là ce matin, tous les jours dans une entreprise, il y a des personnes atteintes de cancer, et la question qui se pose, c'est comment on continue la relation avec ces personnes et comment on leur permet, si elles le souhaitent, continuer à exercer leur travail à distance en règle générale. Donc on prend en compte toutes ces situations, c'est très clair. Mais je reviens sur un mot, et pour moi c'est le mot-clé pour essayer aussi d'éviter ces situations de fragilité, c'est l'empathie. C'est le mot-clé et ce sera le mot de la fin. Déjà ? Oui. Ah bon, c'est l'empathie. Voilà. Et donc quand on parlait tout à l'heure de la qualité de la relation, c'est un mot qui a été utilisé par Patrick tout à l'heure. Effectivement, on essaye d'accompagner nos managers pour que justement cette bienveillance et cette empathie qu'on souhaite avoir avec nos clients, on l'ait aussi avec l'ensemble des équipes à l'intérieur de la maison. Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu poursuivre encore longtemps avec ces 3 responsables. Merci. Jean-Christophe, c'est déjà terminé ? Ben oui, c'est terminé. Ah, oui. Parce que moi j'avais envie de dire une seule chose avant de partir. Alors je vous en prie. C'est que tout à l'heure, notre ministre a dit une chose qui est une vraie question pour nous dans les entreprises aujourd'hui, qui touche aussi au déni de fragilité potentielle. Tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est robotisation, tout ce qui est numérique, peut être vu comme une aide, évidemment, pour corriger nos fragilités, mais peut être aussi vu comme une volonté de puissance. Et tout ce qui tourne autour du transhumanisme devient une question au sein des entreprises. Comment on se positionne face à cette évolution technologique fondamentale? Quelle sera la place de l'homme demain? Et cette question se pose déjà pour nous. C'est pour ça que j'aurais aimé, mais ce ne sera pas le lieu d'aujourd'hui ni de demain, que cette question soit aussi une question de réflexion commune. Merci beaucoup. C'est peut-être la question pour un prochain colloque de l'Arche. Merci beaucoup. Donc, nous allons céder la place à Serge Dessay, qui est fondateur de Au Travail, qui va nous parler de son activité, voilà, qui nous rejoint en fait, et que nous allons écouter pendant quelques minutes. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs, bonjour, les organisateurs du colloque. Je devais être cet après-midi avec vous. Malheureusement, mon avion vient d'être annulé pour ce soir tard. Je suis forcé de partir de très bonne heure, donc je ne serai pas à la table ronde. J'en suis désolé. C'est pour cela que Véronique m'a permis de venir m'associer et vous expliquer un petit peu ce que je fais. Je suis donc le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Au Travail, avec un H et un O, qui s'est développée sur le Grand Sud-Ouest et maintenant un petit peu au-delà, puisqu'on couvre la partie Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. Et je n'embauche de façon discriminatoire que des personnes handicapées. Si vous êtes valide, il ne faut pas venir me voir. Vous ne serez jamais embauché. Alors, quelle est mon aventure? J'ai fait des études médicales, j'ai été victime d'un très grave accident quand j'étais jeune homme et je devais passer ma vie sur un fauteuil roulant. La preuve est, vous avez vu, mais il est là-bas, c'est pas vrai, j'ai passé 5 ans de ma vie et j'ai retrouvé l'usage de mes jambes, j'ai dirigé des centres de rééducation fonctionnelle et à la suite de ma réflexion, je me suis aperçu qu'on soignait très très bien les gens en France, mais qu'on était incapable de leur donner du job.
et moi, un jour, une discussion de Café du Commerce, ça fait 27 ans maintenant quand même, j'ai créé au travail et je fais travailler 500 personnes handicapées sur 14 sites différents. Et dernièrement, peut-être que certains d'entre vous ont vu le reportage qui est passé aux 20h sur TF1, qui expliquait, rapidement, mais qui expliquait quel était le travail que je faisais. Alors, cet après-midi, il était prévu que je développe un peu plus ce que je fais. Actuellement, mon projet... Vous avez un site, pardon, un site oui, Internet où on peut oui, on a voir. un site Internet, bon. www.autravail.com, au travail, HOTRAVAIL.com. Et là, vous allez découvrir effectivement tout ce que nous faisons. Et vous verrez qu'on a développé des métiers. Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, le problème du handicap en France, c'était géré de façon assez sectorisée. Les handicapés sensoriels avaient une chapelle, toutes sortes de chapelles. Nous, on a dit non. Si on veut s'en sortir, il faut effectivement faire un mélange total. Ça va être détonnant et ça va marcher. Et la preuve, c'est que ça marche très bien. On développe environ 30 à 40 emplois par an depuis 5 ans, ce qui est assez formidable dans notre pays. Et donc, on va dans nos métiers, vous les verrez, ça va du métier du service, c'est-à-dire on rend service soit aux entreprises, soit aux particuliers, tout ce qui est entretien extérieur de jardin, on fait des travaux de bâtiment, on est capable d'aménager par exemple des banques. C'est pas la Société Générale, c'est le Crédit Agricole actuellement qui nous fait bosser. Mais ça sert à ça aussi, les tables rondes. Hein. Voilà. Non, mais on est ouvert, on est ouvert. Et et on va jusqu'aux métiers beaucoup plus techniques, comme le câblage électronique. Et dernièrement, on a créé depuis 2 ans une structure qui s'appelle Ocom, et on produit un très beau journal économique qui ne parle que des choses qui marchent sur Bordeaux, qui s'appelle le Bordelais Magazine. Voilà très bien. Un petit peu. Merci beaucoup pour cette palette d'activités. Merci pour cette présentation. Je voudrais retransmettre le dernier SMS que j'ai reçu. Alors, c'était avant que vous nous rejoigniez, Monsieur Dessay. Et donc, c'était merci à vous trois. Donc, Monsieur Cabane, Monsieur Ballarin, Monsieur de Boisredon. À quand la création d'un collectif de sensibilisation de tous les chefs d'entreprise à cette question de la fragilité pour des entreprises plus humaines et plus performantes? Merci à tous les trois, à tous les quatre.